Bonjour et bienvenue dans les hors-séries d'été de New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate consacré aux USA. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, le mois dernier, vous nous avez raconté l'histoire du Parti républicain, un parti qui a commencé contre l'esclavage, qui était progressiste et qui est devenu le parti que l'on connaît sous l'égide de Donald Trump. Ce mois-ci, à l'occasion de la Convention démocrate, vous allez nous parler du Parti démocrate. Alors, lors des conventions démocrates, il y a généralement de la bonne musique, des artistes à la mode qui se bousculent pour se produire sur scène. Mais en 2024, ce sera peut-être différent compte tenu du contexte politique. Alors, on va pas mentir à nos auditeurs, Laurence, on enregistre ces épisodes à l'avance. Nous sommes mi-juillet et on parle beaucoup à l'heure actuelle d'un éventuel retrait de Joe Biden. Si c'est le cas, il y aura donc un vrai choix à effectuer pendant cette convention prévue à Chicago du 19 au 22 août 2024. Mais peu importe, parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'histoire du Parti démocrate, un parti fondé en 1828, le plus ancien toujours en action au monde, un parti qui a bien changé, pour ne pas dire complètement changé depuis sa fondation au début du 19e siècle. Oui, on va faire une petite histoire du Parti démocrate en miroir avec l'histoire du Parti républicain qu'on a abordé, vous l'avez dit, le mois dernier. La première chose à rappeler, c'est la loi de Maurice Duverger, un juriste français qui a vécu au XXe siècle et qui a expliqué que le mode de scrutin pratiqué aux États-Unis, qui est un scrutin majoritaire à un tour, mène tout naturellement à un système bipartisan. Dans ce type de scrutin, il n'y a pas de liste d'élus, il n'y en a que un, il n'y a pas de proportionnel, c'est le candidat arrivé en tête qui est élu, il n'y a pas de place donc pour les petits partis. On a donc vu depuis les origines aux États-Unis se succéder plusieurs systèmes de partis, systèmes partisans, avec chaque fois deux partis opposés. Qui n'ont pas toujours été donc le Parti démocrate et le Parti républicain. Absolument pas. Le premier système partisan aux États-Unis, il apparaît un petit peu avant 1800, il va durer jusqu'aux années 1810-1820 et il se développe autour de la question du rôle de l'État fédéral par rapport aux États fédérés, une question en passant qui n'est toujours pas réglée aujourd'hui. D'un côté, on a les fédéralistes, qui sont représentés par le secrétaire au Trésor de l'époque, Alexander Hamilton. Les fédéralistes veulent un gouvernement et des institutions fédérales fortes, comme leur nom l'indique. Ils sont notamment favorables à l'établissement d'une banque centrale pour le nouveau pays. Et face à eux, on a un autre parti que les historiens appellent le Parti démocrate-républicain. Je suis d'accord avec vous que c'est un petit peu perturbant. Et ce parti est représenté par Thomas Jefferson et James Madison, qui seront respectivement les présidents 3 et 4 de l'histoire du pays. Pour les démocrates républicains, il faut, à l'inverse des fédéralistes, un gouvernement fédéral faible. Les États, les collectivités, les individus doivent conserver le plus possible de marge de manœuvre. Leur idéal, c'est un pays constitué de petites exploitations agricoles autogérées. Alors, il faut quand même rappeler que nous sommes à l'orée du 19e siècle et que les discussions politiques concernent principalement les élites des deux camps. Oui, c'est pas encore des partis de masse. Ce premier système, il va se défaire après la guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui a commencé en 1812. Les fédéralistes étaient très opposés à cette guerre parce qu'ils pensaient que c'était mauvais pour le commerce. Et en fait, ils vont disparaître petit à petit après le conflit. Qui plus est, la question de l'esclavage, qui se pose depuis le début, devient tout à fait brûlante avec la question des nouveaux États qui doivent entrer dans l'Union. Est-ce que ces États doivent être libres ou pratiquer l'esclavage ? On en a déjà parlé beaucoup dans l'épisode sur le Parti républicain. C'est une question à la fois morale et économique. Et puis, dans les années 30, c'est un deuxième système qui apparaît. Oui, il faut repartir d'un moment très important de l'histoire des États-Unis qui est les élections présidentielles de 1824. C'est à ce moment-là que le personnage de Andrew Jackson, héros de la bataille de la Nouvelle-Orléans contre les Anglais en 1815, commence à prendre de l'importance. Andrew Jackson a gagné le vote populaire dans cette élection de 1824, mais il n'obtient pas la majorité absolue parce qu'il y a 4 candidats dans l'élection. C'est donc la Chambre des représentants qui vote et elle choisit l'un des adversaires de Andrew Jackson, John Quincy Adams. Les partisans de Jackson ne sont pas du tout contents, ils considèrent qu'on leur a volé la victoire, et donc ils vont se regrouper et fonder pour l'élection présidentielle suivante, celle de 1828, le Parti démocrate. Élections où s'affronteront de nouveau Jackson et Adams.
Le nouveau Parti démocrate reprend un certain nombre des idées du Parti démocrate républicain dont je vous parlais tout à l'heure. Il poursuit un idéal agrarien. Il veut le libre-échange pour que les agriculteurs puissent exporter leurs récoltes. Il veut une monnaie faible pour alléger la dette de ces mêmes agriculteurs. Et pour ça, il veut affaiblir l'administration fédérale. Il va notamment chercher à supprimer la Banque centrale. Par ailleurs, ce Parti démocrate est alors tout à fait favorable à l'esclavage et tout à fait favorable aussi à l'éloignement des Indiens. On est bien loin du Parti démocrate actuel. Et justement, en parlant d'actualité, quand on dit que Donald Trump est jacksonien, est-ce que c'est en référence à ce Jackson-là ? Quand on dit que Trump est jacksonien, on fait référence à la politique étrangère du président Andrew Jackson, une politique qui était très nationaliste, à la fois refusant les interventions, mais pouvant en faire de manière très agressive quand le président Andrew Jackson le souhaitait. C'est lui qui a fait voter le Indian Removal Act de 1830, qui a déporté plus loin vers l'ouest des dizaines de milliers d'Amérindiens. Eux appellent cet événement « The Trail of Tears », la piste des larmes. Qui sont les électeurs de ce Parti démocrate à l'époque ? Ce Parti démocrate regroupe une coalition extrêmement disparate, puisqu'il y a à la fois les agriculteurs du sud du pays, esclavagistes, les planteurs. Il est également très populaire auprès des pionniers dans l'ouest, mais aussi des nouveaux immigrés dans les grandes villes du nord. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait les mêmes personnes qui votent démocrate à l'époque. Pourtant, le parti s'organise très très bien pour la campagne électorale de 1828. C'est une campagne intense et très innovante à un moment où les électeurs sont de plus en plus nombreux dans les États. Au niveau local, on voit par exemple pour la première fois la vente de produits dérivés sur le nom de Jackson, l'instrumentalisation de la presse avec des rumeurs, des mensonges. On a parlé de cette élection de 1828 comme la dirtiest in history, l'élection la plus dégueulasse de l'histoire. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas encore celle de 2024. Sans doute. Cette fois-ci, 1828, Jackson remporte l'élection, il sera réélu en 1832. Laurence, celles et ceux qui auront écouté l'épisode consacré au Parti républicain se rappelleront que ce Parti républicain a été fondé en 1854. Qui Jackson a-t-il affronté en 1828 et en 1832, puisque le Parti fédéraliste, visiblement, n'existait plus ? C'est le parti Whig, le nom est emprunté aux Britanniques, qui a commencé à s'organiser avec Henry Clay à la fin des années 1820. Il est fondé proprement dit en 1834. Ce parti Whig a pris la suite des fédéralistes. Il est favorable aux grands investissements fédéraux dans le développement du pays, les routes, les canaux, etc. Mais il se déchire, surprise, sur la question de l'esclavage entre, d'une part, les conscience Whigs, ceux qui sont contre, et les cotton Whigs, ceux qui sont pour des raisons économiques. Et donc j'imagine qu'après 1854 et l'arrivée du Parti républicain, un troisième système va s'imposer. Tout à fait, Christophe, on parle d'un troisième système à partir des années 1860, lorsqu'on a, comme aujourd'hui, un parti républicain et un parti démocrate. Alors, pour être tout à fait honnête, les politistes américains parlent de 4e, 5e et 6e système, mais je vous propose qu'on en reste au 3e avec nos deux partis qui sont les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est vrai, néanmoins, c'est que les démocrates et les républicains, entre le 19e siècle et aujourd'hui, ont connu un retournement idéologique quasiment total. Oui, autant le Parti républicain était progressiste à ses débuts, autant le Parti démocrate que vous nous décrivez actuellement était esclavagiste, populiste, bref, pas très sympathique. Oui, d'autant plus que j'ai pas encore ajouté un élément qui est que dans les grandes villes du Nord, le Parti démocrate a mis en place pendant tout le 19e siècle ce qu'on appelle les machines politiques pour contrôler la vie politique, les élections, entre autres. Le plus grand exemple de machine politique, c'est celui de Tammany Hall à New York. Il y avait donc un boss, un chef de parti, qui tenait la ville en distribuant des largesses, notamment aux minorités, à la minorité irlandaise, dans le cadre de New York. Le fonctionnement de ces machines politiques était extrêmement corrompu, voire mafieux, et c'est un système qui a pu durer dans certaines villes jusqu'aux années 1960. Quand est-ce que vous datez le tournant progressiste du Parti démocrate ?
Ça s'est fait graduellement entre les années 1930 et 1960. 1930, c'est facile, c'est le New Deal de Franklin Delano Roosevelt qui met en place un État fort, qui prend la défense des plus pauvres avec une redistribution économique très généreuse, économique et puis aussi intellectuelle, parce que c'est Franklin Roosevelt qui met en place, par exemple, le GI Bill en 1944 pour que les soldats de retour du front puissent aller à l'université quasiment gratuitement. Si vous permettez, je voudrais profiter du fait qu'on parle du New Deal pour développer un point de vocabulaire, le faux ami que représente entre le français et l'anglais le mot libéral. Ça date en effet de cette époque-là, parce que Franklin Roosevelt, pour sa campagne de réélection de 1936, avait employé ce terme libéral pour désigner son nouveau projet de relance économique. C'était une relance qui, évidemment, s'appuyait sur l'intervention de l'État et la redistribution sociale collective, mais le candidat ne voulait pas que les électeurs pensent au communisme, et donc il avait insisté sur le rôle de l'initiative privée, de la manière libérale dont cette relance allait se dérouler. C'était un petit peu faux, c'était un petit peu un mensonge, mais cette novlangue a complètement fonctionné et jusqu'à aujourd'hui, un liberal en américain signifie quelqu'un qui est de gauche et qui est favorable à l'intervention de l'État. Merci Laurence, je me suis toujours demandé d'où venait justement cette différence de perception du terme en anglais et en français. Que se passe-t-il ensuite dans les années 60 ? Le président Kennedy et son successeur Lyndon Johnson ont mené des politiques très progressives, et notamment la grande loi des droits civiques de 1964, qui remet en place le droit de vote pour les Afro-Américains. Elle a fait basculer tout l'électorat des États du Sud du pays, qui était resté démocrate depuis le 19e siècle, vers le Parti républicain. Lorsqu'il a signé cette loi en 1964, le président Johnson a dit « Nous avons perdu le Sud pour au moins une génération ». Et c'est dans ces années 60 qu'il y a eu cette fameuse convention démocrate à Chicago, dont vous nous aviez parlé dans un précédent épisode. Oui, la convention du 26 au 29 août 1968, la convention démocrate qui devait investir le candidat et qui a quand même été très mal engagée parce que l'un des candidats favoris, Robert Kennedy, le frère de John, avait été assassiné juste avant, au mois de juin. La convention a opposé plusieurs autres candidats et c'est un certain Hubert Humphrey qui a été désigné pour être investi, désigné de manière assez peu régulière par les apparatchiks du parti. Il a perdu d'ailleurs par la suite devant Richard Nixon. Mais ce n'est pas le seul problème auquel cette convention a eu à faire face, puisqu'il y avait en même temps, dans la ville de Chicago, d'immenses manifestations contre la guerre du Vietnam, des émeutes et des violences policières qui furent encouragées à l'époque par le maire de la ville, qui lui aussi était un party boss, un peu comme à New York. C'était Richard Daley, un maire démocrate d'origine irlandaise qui a gouverné la ville de 1955 à 1976. Ces émeutes en marge de la Convention ont fait 800 blessés et un seul mort. Ils ont sans doute eu beaucoup de chance. Un seul mort, mais une image désastreuse pour tout le pays. Et quelles furent les conséquences ? Les conséquences politiques de cette convention de 68 ont été extrêmement importantes parce que par la suite, les partis vont mettre en place un processus de primaire dans les États beaucoup plus démocratique pour désigner le candidat. C'est le système qui dure jusqu'à maintenant. Le problème de ces primaires dans les États, c'est qu'il faut plaire aux bases militantes extrêmement convaincues. Et donc, à partir des années 1970, le Parti démocrate va commencer à s'adresser de plus en plus exclusivement aux minorités du pays, une par une, que ce soit les communautés ethniques ou les communautés de genre. Et en parallèle, le parti va laisser tomber la classe ouvrière américaine, un petit peu comme dans tous les pays occidentaux dans les années 70 et 80, les partis de centre-gauche laissent tomber la classe ouvrière. À ce sujet, je vous conseille l'excellent essai de Dick Howard, Les ombres de l'Amérique. Je vous recommande un autre papier très connu, celui de Rui Teixeira et John Judis, qui est sorti en 2002, The Emerging Democratic Majority. Les deux chercheurs expliquent que comme les minorités vont être de plus en plus nombreuses dans la démographie des États-Unis, eh bien, mécaniquement, les démocrates vont toujours gagner les élections dans les années à venir. Ce qui s'est effectivement produit en 2008 et en 2012 avec l'élection d'Obama, mais qui ne s'est pas avéré avec Trump. En effet, parce que Trump a réussi à faire voter les classes moyennes blanches peu diplômées, il les a fait voter contre les élites, et cette base électorale a ensuite été rejointe par une partie des minorités qui sont en réalité assez conservatrices.
Mais est-ce que le Parti démocrate a tiré leçon de ses erreurs et est-ce que Biden a tenté de regagner ses électeurs perdus à Trump? Mais oui, absolument. Il a essayé de les regagner grâce au Bidenomics, cette politique qui rompt avec des décennies néolibérales pour faire revenir l'emploi ouvrier, entre autres, aux États-Unis. Mais tous ces efforts, depuis 2021, ne se sont pas traduits dans les intentions de vote des électeurs américains. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les sondages actuellement. Pourquoi, selon vous, ça ne marche pas? Il y a plusieurs théories, mais on peut penser que comme les syndicats aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que dans les années 70, eh bien, il n'y a pas de relais entre le retour de l'emploi et le vote des électeurs très largement dans le pays. Une autre explication consiste à souligner que les positions de la base démocrate ultra-progressiste sur les questions de race, de genre, de climat ou même d'immigration ne sont pas finalement si populaires que ça auprès des électeurs normaux dans le pays. Merci Laurence pour cet historique du Parti démocrate qui, on l'imagine, doit espérer que la convention de Chicago de 2024 ne ressemblera pas à la convention de Chicago de 1968. Laurence, c'était le 199e épisode de New Deal. On se retrouve à la rentrée avec vous pour le 200e. Bonnes vacances à vous. Merci Christophe, bonnes vacances. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.